vous venez de voir cette interview de Beat et Serge Klarsfeld qui était vraiment, à mon avis, passionnant. Et j'espère que vous avez apprécié. Je reçois maintenant, donc aussi pour une interview, pour l'album Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli, Pascal Bresson, le scénariste. Bonjour Marc. Et Sylvain Dorange, le dessinateur. Et voilà, je suis très heureux de les recevoir parce que je pense que aujourd'hui on va parler aussi de transmission. Je pense que c'est une bande dessinée très importante, très bien faite. Vraiment, c'est passionnant. La vie de Beat et Serge était une vie très mouvementée et je trouve que la bande dessinée reflète parfaitement ce que je connais de leur vie, pour aussi l'avoir suivi à travers les années, de leur action. Et voilà pourquoi j'ai souhaité aussi, pour cette matinale pro, nous fassions une interview. Donc, merci à vous d'être ici. Pascal, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une bande dessinée sur Beat et Serge Klarsfeld? Alors il faut savoir que depuis mon adolescence, je suis vraiment passionné par l'histoire et par les grandes affaires. Alors je faisais déjà de la bande dessinée à l'époque, mais j'étais surtout passionné par les grandes histoires. J'ai toujours été surtout révolté contre l'injustice, révolté contre ce que pouvait être le plus mauvais chez l'homme. Et j'ai commencé déjà à lire des livres qui, comme Nelson Mandela, Martin Luther King, tous ces grands humanistes, tous ces grands personnages comme Aimé Césaire, pour essayer d'avoir ce côté, on va dire, plus authentique, humaniste. Et en même temps, petit à petit, quand j'ai appris le métier d'auteur de bande dessinée, puisque j'ai commencé par le dessin, je me suis toujours promis d'attaquer des thèmes qui me révoltaient, notamment à savoir le racisme, l'antisémitisme, l'injustice, me battre aussi pour la vérité. Et c'est à partir... J'ai fait le Capitaine Dreyfus, j'ai fait Plus fort que l'aine contre le racisme, l'esclavagisme, enfin bref. Et c'est à la suite d'un livre que j'ai fait sur Simone Veil, que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois, Simone Veil l'immortelle, où là je me suis dit, dans la continuité, ce serait bien de faire Beat et Serge Klarsfeld, qui ont tellement œuvré justement pour la Shoah, à leurs dépens. Hein. Et un jour, ça m'a pris comme ça, j'ai trouvé l'adresse de Serge, je leur ai écrit, et j'ai reçu aussitôt un message de Serge. Alors bien sûr, dans ma lettre, j'avais bien tout détaillé, hein, ma démarche et tout, parce que je leur ai expliqué que la bande dessinée, avant tout, c'était quand même un bon support de communication. C'est vrai que c'est un outil très pédagogique, surtout quand on veut s'adresser aux jeunes. Et donc je suis allé les voir pour la première fois à Paris, et puis après on a travaillé plus de 6 mois ensemble, tous les mois. Voilà. Très bien. Alors, Sylvain, comment s'est faite votre rencontre avec Pascal? Nous, en fait, on se connaissait pas à la base. Donc, c'est l'éditeur qui m'a contacté pour me dire il y a un projet sur les Klarsfeld, on va faire un biopic, tout ça. Moi, j'étais un petit peu... en plus, je sortais... Bon, j'avais fait plusieurs BD entre-temps, mais j'avais fait surtout un biopic sur Eddie Lamar, qui déjà retrace toute une période de 1930 à 2000, sur une femme qui a quitté l'Autriche, antisémite et tout ça. Donc je savais un petit peu comment le dessiner, mais est-ce que le projet n'était pas un peu trop lourd pour moi, quoi, pour mes épaules? Et est-ce qu'il allait être assez intéressant, entre guillemets? Parce que j'avais peur que l'histoire est tellement compliquée et complexe qu'on arrive avec une BD qui soit pas lisible. Et ça, c'est ma grosse crainte quand je fais une bande dessinée. Et du coup, quand j'ai lu le scénario de Pascal, le début en tout cas, je trouvais ça vraiment chouette parce que c'était pas du tout linéaire, ça partait un peu dans tous les sens et il y avait une sorte de trame proche du thriller qui était vachement prenant dès le début. Alors je me suis dit, super, on est bien parti, quoi. Oui, parce que c'est une BD très ambitieuse, ça ne vous a pas fait peur de vous attaquer Si, au début ça fait un peu peur, après quand on est dedans, on travaille. Mais c'est vraiment, c'est pas tellement le projet qui fait peur, c'est de le rater. Oui. J'avais peur de... Et encore après, une fois qu'on l'avait fini, j'étais pas sûr. J'ai eu des bons retours, on a eu des bons retours, et là j'étais rassuré. Mais jusqu'à ce que le bouquin sorte et que les premières personnes le lisent, j'avais peur que ce soit raté, entre guillemets. Pascal, comment avez-vous rassemblé
la documentation qui vous a permis en fait de raconter cette histoire? Alors c'est sûr qu'au départ, je me suis quand même appuyé sur les mémoires de Beat et Serge Klarsfeld. C'est quand même un gros bouquin. Alors il faut vraiment y aller parce que tout est dedans et puis rien n'est chronologique. C'est un livre paru en 2015. Grosso modo, oui, tout à fait. Et en plus dedans, il y a vraiment tout, même des choses qui ne sont pas forcément racontées dans le livre parce que j'ai voulu parler on va dire, des faits. De leur combat, parce qu'ils se sont occupés aussi de d'autres, par exemple de dictatures en Amérique du Sud qui n'avaient rien à voir avec la Shoah. Voilà. Mais heureusement que depuis l'âge de 15 ans, je connaissais vraiment leur histoire parce que pour moi, c'était déjà entre guillemets, des super-héros parce qu'ils étaient très médiatisés et puis moi qui étais féru d'histoire, je les suivais. Mais j'avais accumulé quand même au fil du temps un maximum d'informations. Peut-être que inconsciemment j'avais idée un jour de faire de toute façon un livre sur eux, puisque j'avais déjà fait à l'époque quand même le Capitaine Dreyfus, qui est aussi une histoire antisémite. Et donc j'avais une fois, quand je suis allé en Suisse, à la CICAD, qui est un peu le mémorial de la Shoah en Suisse, à Genève, là j'ai trouvé encore plein d'autres livres sur Beat et Serge. Là j'ai tout pris, j'ai tout lu, tout réuni, parce qu'il faut quand même une certaine connaissance sans prétention aucune, c'est parce que c'est tellement complexe, compliqué, ils vont partout, il y a des dates et tout, que c'est vrai que ça n'a pas été simple. Alors moi j'ai une méthode de travail, c'est que je travaille toujours sur des cahiers. C'est-à-dire que j'ai des tonnes de cahiers, comme ça je prends des annotations, des repères de livres, si j'ai par exemple un lieu à voir, je le note, et au fur et à mesure, comme un enquêteur, j'investigue, comme sur tous les livres que j'ai pu faire, je regarde, et puis après je planifie. Et donc à partir de là, quand j'ai réuni vraiment ma documentation, j'ai commencé à écrire... à réécrire, puisque leur histoire est écrite, de toute façon, j'ai rien inventé, mais c'est surtout par rapport à la forme et le fond. Ensuite, c'est un peu comme Simone Veil, quand je suis allé la voir, évidemment il faut quand même connaître un maximum de choses sur eux, parce que imaginez qu'ils viennent vous poser une question, puis que vous êtes dans l'incapacité de répondre, ils vont dire bon bah lui il vient c'est pour se faire du blé ou quoi que ce soit, alors que non, moi c'est plus dans l'esprit de transmettre et de passer la mémoire. Et donc ce qui était bien, c'est qu'après j'ai travaillé pendant 6 mois avec eux, à leur côté, et puis au fur et à mesure des planches de Sylvain, et ben il est corrigé. Par rapport à des dates, il regardait surtout au niveau des dates, sur tous les lieux, parce que bien évidemment beaucoup de ces choses se passent en Allemagne. Moi je connais pas du tout l'Allemagne, donc je regardais par rapport à Internet, par rapport à des choses. Quand on parlait de Berlin, et surtout que Berlin avait été détruit, il y avait des nouveaux bâtiments et tout, donc il fallait être vraiment très, très proche. Et vite fait, là je reviens à Sylvain. Voilà. Heureusement que Sylvain est un auteur qui s'investit dans la bande dessinée, dans l'histoire dans laquelle il travaille. Parce que moi j'avais de la doc, mais Sylvain a énormément de doc aussi, et c'est une période qu'il aime beaucoup, et je lui laisse le mot. Oui, parce que en fait on part des années 70 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Tout à fait. Et on voit les personnages vieillir, enfin dans les différents pays, malgré tout, enfin des actions, il y a des lieux géographiques, ça ne s'invente pas. Non. La représentation aussi des personnages, on y viendra, puisque je sais que Arnaud, leur fils, trouvait bizarre le nez de sa mère, la coiffure de son père. Non, c'était Serge. Voilà. C'était Serge. C'était Serge. Et Arnaud, ah oui, c'est Serge, mais il me semble qu'il en a reparlé. Il en a reparlé aussi. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il a témoigné. Voilà. Mais c'est vrai que moi, étant présent, je me souviens qu'Arnaud avait dit non, c'est Serge disait à son fils Arnaud, tu trouves pas que Béat a un nez pointu? Puis il regarde, il dit oh non, ça passe. Puis Serge a dit bon, ok. Donc oui, parce que malgré tout, c'est c'est votre représentation, quoi. Je sais Serge dit vous a laissé une grande liberté artistique. Tout à fait. Ouais, bah moi, il m'a absolument rien dit. Je fais ce que je voulais. Après, il fallait que ça. Enfin, ils n'ont pas jugé ni critiqué. Ouais, il était plus attaché en fait aux faits historiques, à la dates, à la réalité, bien sûr, parce que c'est quand même important. Vérifier les lieux, les dates, choses importantes pour lui, quoi. Depuis les arts déco, j'ai beaucoup de docs sur les bâtiments, sur les habits, sur les vêtements, pour moi, ça commence plutôt dans les années 30, quoique j'avais fait une BD au début du siècle, 1900, on va dire. En fait, à partir de 1900 jusqu'à 2000 à peu près, j'ai des livres sur l'architecture, sur les habits, et dès que je trouve, je chine beaucoup, et donc dès que je trouve un journal ou un magazine, je découpe dedans les vieilles pubs, les trucs, pour avoir tous les modèles
de télévision, un peu tout ce qui peut se rapporter, qui pourra me servir un jour en bande dessinée. Donc ça, c'était avant Internet. Donc après, il y a eu Internet. Donc maintenant, il y a en plus de la doc assez régulière. Donc Oui. du coup, moi, quand j'ai travaillé là sur les années 70, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc il y a au niveau documents, moi j'ai beaucoup de classeurs de recherche qui me servent, qui m'ont servi. Et après, la deuxième chose, c'est que je suis cinéphile depuis tout petit. Et pareil, je collectionnais à l'époque les films, un peu par époque et par année. Et du coup, je me suis rendu compte, comme beaucoup de gens, qu'il y a un grain en fonction des décennies. Et même dans les années 90, il y a un nouveau grain, quand le numérique est arrivé, etc. Et donc, il y a on repère les gens, quand ils voient des films, ils savent en fonction de si c'est en noir et blanc, si c'est muet, il y a des codes comme ça qu'on a intégrés. Et du coup, moi, ce qui m'importait, c'était d'arriver en bande dessinée et en dessin à reproduire ce grain du cinéma en images. Et alors c'est un but que j'avais, que j'arriverai jamais à le reproduire. Mais en tout cas, c'est toujours une volonté d'arriver à choper ce petit grain des années 70. Un grain, par exemple, dans la Guerre des Étoiles, c'est un film que j'aime pas trop, qui m'intéresse pas. Mais par contre, dans la première version, avant qu'il soit remasterisé, il y avait un grain dans les années 77, un merveilleux grain. Et ce film, je l'aimais bien juste pour son grain. Et du coup, ils l'ont enlevé, ils l'ont retiré. Voilà. Et je trouve qu'il a tout perdu, ce film. Et comme il m'intéressait. Il y a peut-être plus une froideur numérique par la suite. Ah oui, oui. Et... Mais après, je suis pas contre la froideur numérique quand elle est intéressante au niveau du film. Sauf que, voilà, en fonction de son époque. Donc en 2000, quand il y a des films numériques qui arrivent, ou même en 90, je trouve ça génial parce qu'il y a un nouveau grain qui apparaît et on est dans une autre époque. Mais de casser un grain et pour le retrouver, je trouve ça dommage. Voilà. Et donc du coup, dans la bande dessinée, j'ai essayé de retracer en fonction des époques pour qu'on se repère facilement. Donc dans les années 60, on est en noir et blanc. Dans les années 70, la couleur est arrivée, mais on est quand même dans un orange un peu voilà. Et puis quand on se rapproche des années 90, il y a plus de rose dans les teintes. Voilà. Du coup, on a un repère en plus des dates. D'accord. Alors je voulais simplement dire deux petites choses, c'est que tous les livres que j'ai pu faire, que ce soit Simone Veil ou le commandant Cousteau ou Capitaine... j'ai pas connu le Capitaine Dreyfus bien sûr, mais j'essaye toujours de rencontrer les gens. C'est important, parce que c'est pas parce que je rencontre les gens que je fais automatiquement la BD. S'il y a quelque chose qui me déçoit, parce que on connaît les personnages à travers la télé, mais quand on les rencontre en vrai, on peut être déçu. On dit c'est les coulisses. Et très honnêtement, moi il faut qu'il y ait le feeling. C'est pas parce qu'ils sont célèbres ou qu'ils ont fait des choses formidables que j'aurais pu le faire. Si vraiment j'avais été déçu par une conduite mal reçue, quoi que ce soit, je serais passé à autre chose. Voilà, c'est comme pour le commando Cousteau avec qui j'ai bossé, pour l'affaire Seznec, voilà. Je fais aussi une investigation. Et pour revenir au dessin de Sylvain par rapport aux personnages, c'est vrai qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'ils sont, mais une fois qu'on est plongé dans la BD, on n'y pense même plus. Parce qu'en fait, on est tellement dedans qu'on a l'impression de toute façon les voir. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Sylvain, parce que c'est pas évident par exemple, comme une série que j'avais fait Entre Terre et Mer avec des personnages qui étaient Roland Blanche, Claude Pieplu. S'il aurait fallu dessiner les tronches, les visages des acteurs, à un moment donné, quand j'ai fait les aventures de Nicolas Hulot, ça commençait à me dire j'ai un nez trop pointu ou quoi que ce soit, et là on n'en finit plus parce que là c'était sur 46 pages, voilà. Donc c'est quand même mieux d'avoir une certaine liberté, et ça ils l'ont très bien compris. Oui, bien sûr. Oui. Surtout que, enfin, c'est quand même, je trouve, une vie totalement irréaliste. Une Allemande 15 ans après la fin de la guerre qui se marie avec un Français juif, eux décident de combattre, ou en tout cas d'amener en justice d'anciens nazis ou collabos. Et puis, dans la bande dessinée, on voit Béate qui fait la vaisselle, juste après, elle a son fils dans les bras, lui, il a sa fille dans les bras, et puis ils discutent en disant et t'en es où avec Barbie, quoi, en Bolivie, qui est en Bolivie, notamment, il parle il est question d'enlèvement, et tranquillement, il parle de ça dans la cuisine, quoi. Moi, je trouve ça totalement irréaliste, quoi. Et comment on peut y croire, en fait? Et pourtant, c'est la vérité. Pour revenir vraiment à leur rencontre, comme dit Serge, le jour où ils se sont rencontrés, c'était un signe du destin, puisque c'était le jour même où Eichmann a été enlevé par le Mossad pour être jugé. Ensuite,
Bah, c'est un couple aussi comme les autres couples, sauf que bon, ben, leur mission c'était de rétablir la justice et la vérité. Oui, Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on vit vraiment dans l'intimité de la famille. Et c'est ça, C'est on ça voit que la j'ai aimé maman. dans le scénario justement, c'est qu'on n'est pas juste à regarder comme dans un livre Voilà, d'histoire, c'est on pas voit du les James personnages. Bond, il y a On est vraiment tout à fait une vie dedans. réelle. On Oui, est c'est ça. dedans, on est dedans. on voit Arnaud comme l'a dessiné Sylvain dans la baignoire, Oui, oui, parce que avec- la maman de Serge avec- a joué un rôle très important, Ouais, qui c'est s'occupait aussi. déterminant. Oui, On voit Béate à un moment donné qui donne le sein Ouais. à la petite Lila qui vient d'arriver, qui passe l'aspirateur, qui a le c'est ça. tablier de ménagère. Enfin, Oui, ils ont leur vie normale, leurs animaux, Ah, c'est ça- très important. ça aussi, alors Ouais. ça pour le coup, très C'est- honnêtement, c'est- je savais. J'ai demandé à Sylvain de mettre beaucoup de chats parce que dans mes BD, il y a toujours des chats. Moi, je suis fan de chats. Et il s'avère que c'est des grands amateurs de chats et de chiens. Oui, oui, Et d'ailleurs, ils ont encore oui, deux chiens. d'ailleurs, Ouais. lors de leur interview que nous avons fait la semaine dernière, il y avait le chien sous Oui. le bureau, Toujours. et puis il y avait un chat qui traînait. Ouais, ouais, c'est- C'était assez incroyable. Et c'est formidable, quoi. Enfin voilà, ce sont en réalité des gens normaux, simples, et enfin. Et d'une grande intelligence et d'une grande modestie. Et pour l'anecdote, la première fois quand je les ai vus, moi j'avais encore plein de questions. Parce qu'en fait, je suis arrivé avec mon petit calepin, je notais tout. Serge me montrait des documents, tout ça, mais moi j'avais des tonnes de choses à leur poser. Et en fait, la première journée, pour être très franc, on a plus parlé des animaux que moi. Je voulais parler de Barbie, de choses, parce que c'est vrai que je touchais des gens qui avaient touché des monstres, hein, quelque part. Ouais. Et en fait, eux, c'est tellement dans leur quotidien, c'était quelque chose de normal, entre guillemets, des gens très simples, qu'en fin de compte, quand je suis reparti, ouais, je me dis, mais punaise, pour moi, c'était des super-héros, mais en fin de compte, des super-héros, des gens comme nous, comme vous et moi, sauf Ouais. qu'ils avaient une force, une capacité. Et d'ailleurs, même moi, je lui ai demandé à Serge, mais vous êtes partout, c'est vrai, vous ouvrez un livre, vous regardez, vous allez dans une ville, il y a une plaque commémorative signée Serge, enfin, Serge est partout. Béat aussi, mais Serge Klarsfeld, Maison d'Isieux, enfin, partout, la colonie d'Isieux, pardon. Et je lui dis, mais comment vous avez fait pour faire tout ça? Ah, il m'a dit, il fallait quand même une bonne santé. Et j'ai mis une petite scène un peu osée, entre guillemets, où ils sont tous les deux dans le lit, où à un moment donné, Béate, quand même, elle dit, entre deux actions, de militantisme, ça te dirait un deuxième enfant? Puis là, Serge, il dit oui. Et là, on voit, après, Béate, au fur et à mesure, parce qu'on est vraiment encore dans l'intimité du couple, on voit Béate, où on voit la grossesse se faire petit à petit des pages. Voilà. Ouais, ouais, c'est incroyable, en fait. C'est vrai qu'on voit Béate dans des actions dangereuses, que ce soit en Allemagne, en Bolivie, au Pérou. Alors, c'est pas dans la bande dessinée, mais aussi en essayant d'arracher des otages juifs au Liban. Ils vont sur le théâtre, enfin en Syrie Oui. pour en fait essayer de faire extrader Alois Alois Brunner. tout à fait. Dont la c'est- France qui était au courant qu'il était entre-temps décédé depuis 6 mois. Ouais. C'est Roland Dumas qui lui a expliqué 6 mois après, alors qu'il savait qu'ils étaient en train de le rechercher, alors qu'il était déjà décédé. Ouais, c'est ça. Oui, enfin, ils avaient quand même démarré leur Oui. chasse plusieurs années oui, tout à auparavant. fait. Mais la Euh, France savait qu'il était mort. Oui, Alors d'accord, que oui, les c'est ça, Klarsfeld d'accord, n'étaient pas au d'accord. courant. Ouais, Et ils l'ont l'ont- laissé se chercher Ouais. pendant des mois et des mois, alors Après, qu'ils savaient. Mais bon, là, c'est. Alors c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, Sylvain peut le raconter aussi, c'est quand il rencontre Régis Debray, qui a joué aussi un rôle très important dans Voilà, l'arrestation oui, de justement, de voilà, Barbie. Voilà. Et bien justement, c'est dans cette scène où elle fait la vaisselle qu'elle parle de Régis Debray, Voilà. d'ailleurs, Tout à fait. et en lui disant alors, tu as rencontré, oui, effectivement, alors qu'est-ce qui se passe Un petit mot Non. Régis Debray, en fait, c'est vrai que quelque part, c'était un journaliste, un reporter, un aventurier. Il avait été quand même camarade de Che Guevara. Il l'avait suivi, puis il a fait de la prison. Il avait aussi une vie assez rocambolesque. Ouais. Et quand il rencontre Serge, de toute façon, entre la dictature en Amérique du Sud et est-ce que, avec les monstres d'Hitler que Serge et Béate chassaient, il n'y avait pas forcément un grand parallèle. Donc Régis Debray en fait a donné un coup de main à Serge, et puis on va dire que les années ont passé. Régis Debray est devenu conseiller de Mitterrand, et au moment où Klaus Barbie a été découvert à La Paz, donc en Bolivie, il était déjà à l'époque chef de la sécurité policière, et où il apprenait à torturer aux jeunes policiers.
Mitterrand n'était pas d'accord pour l'extrader, hein, parce qu'il ne voulait pas dépêcher d'avion, il ne voulait pas que la France soit mouillée, mais aussi, il faut savoir que voilà, il avait aussi eu un passé trouble, et puis entre l'Allemagne et la France, on essayait aussi de mettre un petit peu les nazis de côté pour que voilà, on oublie un peu ce qui s'était passé de noir dans le sillage français aussi. Et Régis Debray a tapé du poing sur la table et s'est dit, il lui a dit, Monsieur le Président, n'oubliez pas que vous avez été voté, vous avez été élu par les Français, et la première chose que vous avez faite, c'est d'aller déposer une rose sur la tombe de Jean Moulin. Les Français ne l'ont pas oublié. Et là, Mitterrand, il y a un blanc, et là, tu montres bien, il y a un blanc, et là, Mitterrand réfléchit, il dit, effectivement, les Français ne l'ont pas oublié. Et là, ça part, et là, Barbie... C'est vrai que le souci, c'est que une rose était aussi déposée tous les ans par lui sur la tombe de Pétain. Là, et ça, bon, voilà. Non, mais d'ailleurs, voilà. à ce propos, Serge a manifesté avec son association en déposant une gerbe en forme de croix de Lorraine pour justement contrer la rose sur la tombe de Pétain. Tiens, ça je ne le savais pas. Voilà. Et c'est dommage que ça s'est pas été médiatisé. Alors moi je l'ai vu, c'est suite à une exposition. Alors c'est expliqué dans le livre, mais il y a eu une exposition à la Shoah, au mémorial de la Shoah et à Lyon. Oui, c'est... Voilà, j'ai vu celle de Lyon. D'accord. Ok. Bon, c'est pour l'anecdote, hein. Oui, mais c'est une très bonne anecdote parce que c'est. D'ailleurs, à ce propos, alors pour la Croix de Lorraine, il y a aussi une petite anecdote avec Sylvain, c'est que quand moi j'écrivais et puis Sylvain dessinait. Et dans le livre, c'était marqué que Béate, à un moment donné, elle a un manteau en forme de croix de Lorraine. Et ni Sylvain ni moi, c'est vrai qu'on n'avait pas cette idée, on ne savait pas trop. Donc, puis Sylvain me pose une question. C'est quoi un manteau? Qu'est-ce que c'est un manteau en croix de Lorraine? Qu'est-ce que c'est un manteau? Manteau de Lorraine, je crois. Tout à fait. Mais c'était même pas croix de Lorraine, c'est manteau de Lorraine. Manteau de Lorraine. Et en fait, en recherchant bien, effectivement, son manteau était en fait formé. D'ailleurs, on le voit dans la couverture. En croix de Lorraine. On a voilà, j'avais même pas remarqué. Tout à fait. Et du coup, Béate tenait à ce qu'elle soit représentée avec son manteau, parce que quand elle est allée en 68... Alors sur la couverture, c'est ça? Sur la couverture. Non, mais même dans l'action. Même dans l'action, tout à fait. Oui. Là, on le voit, parce que là, bon, on voit moyennement, mais dans le livre, au moment de l'action, elle a son manteau de croix de Lorraine, et d'ailleurs, on voit des photos en noir et blanc. Je l'avais dessiné avec un autre manteau, pensant que c'était pas important. Même moi, j'avais pas percuté, et c'est en retrouvant, en allant chercher des vieilles photos de l'époque, effectivement, elle a un manteau avec une croix de Lorraine en blanc. Ah oui, c'est étonnant. Mais c'est elle qui l'a demandé dans le dessin? Serge. Ah, c'est Serge. C'est Serge. Oui, enfin, les deux. Parce que c'est vrai que... C'est Serge qui demande et Béate derrière. Parce que c'est vrai que si on résume quelque part, c'est vrai que Béate a été vraiment devant la scène entre 70 et 80, et après ça a été beaucoup plus Serge. Et d'ailleurs, quand j'avais affaire à Serge, c'est beaucoup plus Serge qui parle que Béate qui est plus en retrait. Mais par contre, quand il y a toujours une petite anecdote ou quelque chose à raconter ou à remettre dans l'ordre, dans le contexte, Béate est toujours là pour... C'est là qu'on se rend compte que c'est très réfléchi. Là. Tout à fait. Que ça soit elle qui aille en premier plan pour mettre une claque, quel est son manteau, enfin, il y a tout est pensé au niveau de l'image, de l'iconographie. C'est assez fort. C'est fort. Alors, on va revenir à la bande dessinée. Sur votre travail commun, je trouve que le scénario est vraiment très élaboré, le découpage. Est-ce que vous avez échangé justement sur ce découpage? Est-ce que vous avez, Sylvain, votre mot à dire là-dessus? Comment ça se passe? Non, Pascal, en fait, en gros, moi, ce qui se passait, c'est que quand il y avait des choses que j'aimais pas, enfin je lui disais, je crois que je t'envoyais, c'était rare, mais il y avait quelques trucs où je trouvais que ça manquait pour qu'on comprenne mieux, ou au niveau du texte, il y avait parfois trop de texte, ou des choses comme ça. Donc je proposais, quoi. Puis en général, il me disait ok. Mais c'est important de travailler en collaboration avec un dessinateur qui s'investit. Parce que je fais quand même une quarantaine d'albums, il y a des auteurs qui s'investissent pas forcément, qui prennent la chose, qui la font, puis ils passent à autre chose. Alors que quand on a un auteur qui réfléchit et qui s'investit autant que le scénariste, c'est formidable. Et là, on a un bel échange. Là, ça me paraît difficile de réaliser une bande dessinée comme ça sans s'investir, parce que parce qu'il avait aussi tellement de détails. Oui, mais alors ce qui est bien aussi... En la relisant, si vous faites une relecture, on redécouvre tellement de choses, justement de détails. Bon, en même temps, il faut dire que la mémoire de Béate et Serge, j'ai relu 2 fois. Hein. Pour vraiment... ils ont eu 3 vies, on pourrait dire. Oui, parce que là, c'est quand même, je crois, plus de 1500 pages, écrits en petit.
J'ai passé des nuits et des nuits Oui, à la lire oui, une oui. fois, 2 fois pour bien Alors, archiver. pour le coup, j'ai réalisé pour nos bibliothécaires une biographie sur 5 pages. Ah oui, C'était très compliqué Ah oui, oui. parce que quand je vous dis qu'on a l'impression qu'ils ont vécu 3 vies, c'est incroyable. On ne réalise pas. Alors, en plus, Serge, avec son travail De mémoire, d'historien bien et de sûr. parution de livres, qui sont des monuments, on ne réalise pas comment ils ont pu faire en une vie. Enfin, Sans compter pour le mémorial de la Shoah ou pour la maison du mémorial de la rafle du Veldiv qui est à Orléans, au Cercil, où il a été partout dans le monde récupérer la moindre photo des enfants Oui, pour oui, pouvoir oui. justement. Oui, qui est un livre incroyable, puisque en fait, c'est 11 000, enfin, 11 000 enfants. Tout à fait. Et Et il a fait le tour du j'ai monde. ce livre qui est d'une épaisseur, Ah oui, oui. enfin c'est un vrai, Il fait 7 comme un kilos. annuaire. Voilà, alors là, voilà, c'est incroyable, un format énorme. Alors quand j'ai une Ouais. petite anecdote, c'est que quand il a été le chercher pour me le montrer, Béate me dit, en parlant d'un des 2 chiens, elle me dit, vous savez, alors je me souviens plus c'est pour qui, enfin, admettons, je crois que c'est pour qui, vous savez que je l'ai eu. Je dis non, quand on était en Roumanie, on l'a acheté à un clochard. Bon, on l'a payé cher, mais on l'a ramené. Voilà, c'est la simplicité de ces gens que j'adore, quoi. Voilà. Ouais, oui. On va, si vous voulez, la parler justement de transmission, puisque c'est une bande dessinée vraiment qui est un témoignage, qui permet cette transmission. Ma question aujourd'hui, c'est l'accueil, puisque je sais que vous allez rencontrer des jeunes dans les collèges, les lycées. Il me semble que dans dans certains endroits, dans certains lycées, il est difficile aujourd'hui de parler de Shoah. Vous pouvez me parler des réactions, un peu Alors, comment ça se passe par rapport à la transmission, en fait, moi je l'ai eu de bonne heure. Hein, par ma grand-mère déjà, puis par mon grand-père. Parce que mon grand-père lui a fait la libération de Paris dans la 2e DB, et il a fait aussi la libération de Colmar. Donc on va dire que j'avais quand même quelque part un ADN qui m'a transmis. Puis très honnêtement, après pour revenir au livre, c'est vrai qu'il y a des livres qui existent, donc ils sortent. Mais ce qui est important, c'est de débriefer après aux jeunes. C'est de leur expliquer, que ce soit Simone Veil ou que ce soit Béatrice. Là, je ne l'ai pas encore fait, Béatrice Serge, parce qu'il vient de sortir. Bien sûr. Mais par rapport à mon expérience de Simone Veil, par exemple, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est bien accueilli. Bon, il y a toujours des tout petits groupes, mais au départ, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, bon, ça joue un peu lesquels. Puis à la fin, ce qui est génial, c'est le partage, que ce soit au collège ou au lycée, parce qu'à la fin, alors je parle Simone Veil, parce que je ne l'ai pas encore fait sur Béatrice Serge. Mais par exemple sur Simone Veil, où je parle de la Shoah, des camps, la plupart viennent me voir, et ce ne sont pas forcément des jeunes filles, ce sont plutôt des jeunes garçons qui me posent des questions sur les camps, sur... Pour revenir à la Shoah, j'ai peut-être eu 1 ou 2 problèmes, mais c'était quand même dans des quartiers, enfin c'était plutôt à Lyon. Mais sinon, en règle générale, c'est quand même bien accepté. Et puis ça fait quand même partie de leur programme, le 4e, 3e, première, seconde, terminale. Oui, oui, oui. Enfin, mais bon, même si c'est je, pas... je sais que, enfin, on entend toujours parler des 2 livres du territoire perdu de la République. Et bon, on sait bien que parfois les professeurs ne peuvent pas enseigner la Shoah et c'est parfois compliqué. Alors, moi, ce que j'entends, ouais. Marc, ce que j'entends souvent de la part des professeurs, c'est que la plupart sont obligés de sauter parce qu'il y a un manque de temps, parce que dans le programme, ils sont obligés d'aller vite, donc ils passent parfois des sauts, des périodes, des contextes. Donc, à nous, quand on va dans les écoles, justement, de remettre ces contextes, justement, dans la chose. Par contre, par exemple, il y a beaucoup de médiocrité. Alors, pas par rapport aux jeunes, hein, mais la médiocrité ambiante, par exemple, quand j'ai fait Simone Veil, ça ne m'a pas empêché, moi qui ne suis pas juif, mais de recevoir cette lettre antisémite. Mais c'était pas des jeunes. C'était pas des jeunes, oui, oui. C'était justement, c'est ce que je dis, c'était pas des jeunes. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a jamais su qui c'était, puisque de toute Oui, façon, c'est anonyme. c'est anonyme. toujours anonyme. J'ai reçu des appels téléphoniques, dont j'ai dû aussi changer mon numéro de téléphone. Et quand le livre est sorti le 9 septembre, il est sorti le 9 septembre, donc il y a pas longtemps. Il y a un mois. Allez, 6 jours après, je recevais déjà sur mon Facebook
j'avais reçu, alors là j'en suis à 9, mais j'en avais posté 2, où là c'était des insultes antisémites, mais c'est de la bêtise, c'est vraiment de la médiocrité. Oui, mais c'est du toujours style. de la bêtise. Complètement. Et là, une chose Ouais. où je l'ai posté, parce que là, c'était pas courant, parce que souvent c'est des insultes. Là, c'était arrêtez de parler des coupables qui sont les juifs, faites plutôt des livres des gens innocents qui sont les nazis. Voilà, des victimes qui sont les nazis. Voilà. C'est C'est un bon, peu. Voilà. C'est le genre de choses que je reçois. Mais en même temps, chaque livre qui est un peu engagé, Oui. on reçoit. Quand j'ai fait le Bugalet de Brest, je peux vous dire que là, j'ai Oui. même été agressé par un ancien amiral qui était quand même pas trop jeune, mais C'est qui n'a pas incroyable. hésité à me prendre par le callback et à me montrer son badge amirauté marine nationale. Ouais. Parce que c'est une affaire d'État. Toujours essayer d'effacer Tout à fait. la réalité de ce qui s'est des faits, enfin de l'histoire. Et comme quoi une BD peut faire bouger les choses. Le Bugalet de Brest, alors vite fait, une petite, Oui. on n'en parlait plus. La BD, quand elle est sortie, a relancé l'affaire. Il y a eu des nouveaux Oui, témoignages alors suite à ça. faut simplement donner les faits de ce bateau de Alors de c'était un pêche. bateau qui était, Voilà. en 2004, un bateau qui était dans les eaux britanniques et qui a coulé en 37 secondes, on l'a su après, à 87 mètres de fond. Sauf que on n'a jamais su pourquoi. Le lendemain de ce naufrage, le préfet de maritime de l'Atlantique a dit on n'y est pour rien, la marine nationale, et 2 jours plus tard on a dit oui effectivement il y avait une opération de l'OTAN, il y avait 5 sous-marins à l'époque c'est ça. dans les eaux. Et en fait il y a un sous-marin qui a été abîmé, et on a su lequel, c'est le Turbulence, c'est le sous-marin anglais. Et C'est à cause d'un câble en fait. sinon, c'est tout simplement qu'en remontant, parce qu'il faut savoir que pendant les opérations, Ouais. à l'époque, pour pas se faire repérer, se mettaient en dessous les bateaux de pêche, à 14 mètres de fond. Donc avec les remous des hélices, ils sont indétectables. Sauf qu'effectivement, quand ils montent en immersion, ils se sont pris à l'arrière, puisqu'il y a les machines, c'est pour ça qu'ils n'ont rien entendu. Ils ont pris un des câbles Ouais. et ils l'ont forcément, puis le bateau a implosé. Voilà. Bon, c'est une petite. Mais pour ça, j'ai rencontré les familles des marins, j'ai rencontré. Et après, il y a les rumeurs qui se passent, puisque Bien les sûr. rumeurs, on a dit que le capitaine du Bugel Brest était alcoolique, qu'il s'était drogué, qu'une voie d'eau était rentrée. Or, tout ça a été prouvé, démontré que c'était faux. Et on a dit qu'après, que les familles cherchaient de l'argent, l'assurance et tout. On les a même traités de petites gens. Alors, moi, ça m'a fait bondir. Quand on dit petites gens, moi, ça me fait bondir. Donc, à partir de là, moi. Il faut savoir que quand je fais un livre, je ne l'abandonne pas. Des combats, j'en ai plein et je les suis toujours. Je suis toujours dans les conférences du Bugalet de Brest, quand il y a des choses à faire sur le Bugalet de Brest, même s'il est sorti en 2015. Donc voilà. Très bon livre que tu m'as offert. Très bon livre. Je te Oui, remercie. oui, absolument. Moi, Aborder. je voudrais Oui. parler de la couverture, que Oui. Sylvain parle de la couverture, parce que recto verso, ça vaut le coup quand même de Tout voilà. à fait. Petit commentaire. Rien, en fait, bon, c'est une couverture. Une couverture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une commande de l'éditeur. Donc, en gros, il faut qu'elle lui plaise. Contrairement à ce qu'il y a à l'intérieur, en gros, je suis plutôt maître du truc. Il faut que ça plaise, évidemment, mais je peux un peu faire ce que je veux. Sauf que la couve, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc là, il y a eu une quinzaine, enfin beaucoup de planches. On s'est mis assez vite d'accord sur le fait qu'ils soient tous les deux de manière représentée, égale, enfin donc ils sont vraiment de profil tous les deux, à même taille, même échelle, pour pas dire qu'il y en a un qui passe devant l'autre, quoi. C'est vraiment un binôme. Bon, après, bon, j'ai pris le parti pris de mettre la loi, quelqu'un d'un peu plus posé, puis elle, comme elle est toujours dans l'action, Béate, voilà, en train d'hurler. En fait, c'est la justice et l'action. C'est Voilà, c'est ça. Ouais. Et quand on retourne, Et après, quand on retourne, c'est toujours là, ils Voilà. sont toujours au même endroit, toujours présents. Donc, Mais là, bon père, Voilà, bonne mère de avec famille. toute la famille qui a grandi. Ouais, c'est ça. Toujours représenté. Donc après, les armes ont évolué derrière, le téléphone. Ouais, c'est On formidable. peut voir, c'est le téléphone de l'époque, etc. Les machines Les ont machines à transformé par rapport au Par un portable, ordinateur, ouais. etc. Donc bon, Et c'est des petits Arnaud, détails. Mais... Lida, Ouais. avec les petits-enfants, et puis Et de toujours derrière. les voilà. chiens, parce que ça, par contre, c'est aussi la commande. C'est Tout à fait. l'importance. Et de ce chacun. que j'ai beaucoup aimé dans la couverture de Sylvain, c'est justement l'arrière-fond de ses victimes. Parce qu'il faut savoir que Serge, là, quand il a 30 ans, c'est là où il devient père. C'est là où il a Arnaud. Et c'est là où il va sur les pas de son père à Auschwitz. La C'est première à fois. sa naissance, oui. Complètement. Ouais, Et c'est ouais. là qu'en 65, il prend conscience qu'il a une mission. Ouais, Parce que ouais. quand il va sur les pas de son père, qui est mort, qui a été déporté à Auschwitz, quand il va dans les chambres à gaz, quand il va dans les fours crématoires, il entend les cris. Il le dit, il entend les cris, on l'appelle.
Donc il se sent quelque part doté d'une mission de rétablir la justice et de perpétuer justement le souvenir de ces victimes qui ont été assassinées. Et j'ai trouvé ça, c'était... C'est le fait de montrer aussi Voilà. qu'ils sont présents. Tout à fait. Eux, ils sont là encore pour voir, quoi. Et on les voit, enfin, on les imagine. Pendant les procès, c'est tous c'est un témoins, hommage. quoi. Ouais. Ils sont dans la bande dessinée, c'est Pascal qui avait eu cette idée sur une planche. J'avais trouvé ça super. Où ils sont dans le procès, et ils sont là à regarder ce qui se passe. Et très honnêtement, pour revenir, alors c'est pas parce que Sylvain est là et que je l'aime beaucoup, c'est sur quasiment les bouquins que j'ai faits, c'est une des plus belles que j'ai eues parce qu'il y a tout. Il y a une force, il y a pour quelqu'un qui est sensible comme moi je reçois, je percute, je reçois des choses. Vous voyez. Donc pour moi, c'est très important, c'est une couverture qui est très réussie. Et le recto verso, une couverture très symbolique qui représente vraiment leur vie, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Et une fois que vous avez fait cette analyse, effectivement, la décrypter est importante parce qu'on ne réalise pas tout ça en fait. Non, mais c'est ça, c'est normal. Après, c'est l'intérêt d'une bande dessinée par rapport à un film aussi, je trouve, c'est qu'une fois qu'on l'a chez nous, on peut revenir dessus. C'est pour ça que les dessins, on parle toujours et tout, mais moi j'aime bien les choses simples, efficaces, mais quand il y a un peu de détails et qu'on peut revenir et qu'il y a toujours des choses à retrouver. Et c'est pareil sur une couverture, c'est qu'il faut qu'elle soit efficace et en même temps qu'elle nous parle sur du long terme. Donc il y a des petits détails qu'il faut décrypter au fur et à mesure. Bien sûr. Alors à l'arrivée, l'accueil de Béat et Serge, est-ce qu'ils vous ont fait des commentaires comment ont-ils réagi? Alors déjà, il faut regarder la préface qu'ils nous ont écrite, qui est formidable, qui est magnifique. Aussi bien pour Sylvain, puisqu'il parle de Sylvain de moi-même. Donc là, ils sont vraiment contents. Ensuite, on va dire que moi, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'on va l'offrir à nos petits-enfants qui vivent en Italie. Parce que, en fait, moi, je pensais que leurs petits-enfants connaissaient tout de leurs grands-parents. Alors qu'en fin de compte, ils connaissent qu'une petite partie. Et encore, là, on a... comme je disais tout à l'heure, c'est encore un bon support pour toucher la jeunesse. Et eux, c'est un peu comme les Terre-Neuve de chez moi ou à Saint-Malo, où les anciens Terre-Neuve ne parlaient jamais à leurs petits-enfants de ce qu'ils avaient vécu. Moi, j'ai fait des livres sur les Terre-Neuve, et ils m'ont toujours dit c'est une bonne façon de leur expliquer. Et ben, ils leur ont donné le livre, et apparemment, ça a beaucoup plu. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très vrai. Moi, j'ai mon père qui est un enfant caché, qui a ses parents qui ont été aussi déportés à Auschwitz. Et c'est vrai que nos parents, enfin les petits-enfants en tout cas, et les enfants d'enfants cachés, ne parlaient pas, n'ont jamais parlé, sont passés à autre chose. Beaucoup de jeunes ne savent rien de leur histoire, et c'est bien dommage. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance que mon père, de pouvoir recueillir son témoignage, et je trouve ça formidable, parce que c'est là où on réalise en fait ce qui s'est vraiment passé. Et en tout cas, grâce à cette bande dessinée, vraiment, je trouve que c'est formidable que vous ayez fait cette bande dessinée. C'est un vrai hommage à leur travail, et en tout cas à l'histoire. Voilà. Mais en tout cas, Marc, Sylvain pourra en attester, on n'a que des bons retours. Vraiment que des bons retours. De ton côté. De mon côté. Et d'ailleurs, c'est tellement dense. Et de personnes qui sont vraiment touchées. Moi, je travaille beaucoup avec le mémorial de la Shoah, notamment, puis bien sûr celui de Genève. Tous m'ont dit. Mais pas que mais pas que oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup d'amis non juifs qui l'ont lu et qui je pense que d'ailleurs ça doit être destiné à la jeune génération. Pour moi, c'est majeur. Non, mais quand je parle vraiment le mémorial, c'est parce que ce sont des gens qui transmettent, alors qu'ils font un travail de transmission, de pédagogie. Bien sûr, non, mais c'est pour ça que quand c'est adoubé, on peut être sûr que de toute façon, on est tranquille. Oui, comme pour Simone Weil. Simone Weil, d'ailleurs, quand on fait quelque chose, et tu as eu tout le respect, c'est que quand on fait des livres sur des personnages qui existent, qui ont fait un énorme travail, on ne peut pas les trahir, on ne peut pas. C'est tellement important. Bien sûr. Je crois savoir d'ailleurs que Simone Weil est décédée pendant le livre. Et que Jean Weil vous a appelé personnellement pour vous féliciter en fait. Alors on a travaillé après avec Jean Weil sur ce livre-là quand Simone est décédée.
c'est lui qui vérifiait. Donc vraiment, heureusement que je connaissais vraiment tout par cœur, parce qu'avant de la rencontrer, j'avais vraiment tout lu. Et à partir de là, je me suis rendu compte, par exemple, parce que Serge a toujours écrit ses livres, que par contre Simone Veil, plein de gens avaient écrit, et quand on est passionné, on a tendance à en rajouter. Et parfois, sur certains livres, il y avait des incohérences, des différences, et j'avais lu un article comme quoi Simone Veil relisait ses articles. Et là, je me suis procuré tous les articles, comme ça je savais que c'était vrai. Ensuite, quand le livre est sorti, c'était la première dédicace, j'étais à Saint-Malo, et je vois mon portable au moment de rentrer dans la librairie, Jean Veil, et je me suis dit, bon sang, va m'appeler, il y a une coquille, je vais en prendre plein, parce que Jean Veil, c'est comme sa mère, c'est Oui, Jean Veil, Jean vous voyez, Jean c'est caractère. pas Allô, c'est Jean Veil, Ouais. donc voilà, c'est déjà quand vous Ouais. l'appelez ou quoi que ce soit, c'est toujours, alors maintenant, bien sûr, on a gardé contact, et j'ai attendu, la dédicace, je me tracassais, et à la fin, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que on veut que ce soit parfait, forcément, on parle d'une grande dame, mais de la grande dame, et là, Jean Veil me dit, je m'en souviendrai toute ma vie, bonjour Pascal, c'est Jean Veil, je viens de terminer la lecture. Vraiment, bravo, un bel outil pédagogique, c'est très bien fait. Vraiment, maman, elle aurait été vivante, aurait été contente. Je vous remercie beaucoup. Quand vous êtes de passage à Paris, on déjeune ensemble. Voilà. Et là, je peux vous dire que là, je suis revenu et j'étais. Voilà. Ouais. On n'a pas déjeuné ensemble, mais là, à chaque fois. Mais il m'envoie ces cartes de vœux et ça change parce qu'on voit au fur et à mesure. C'était cordialement et maintenant c'est avec mes amitiés. Et la dernière fois, quand j'ai reçu ces vœux, c'était PS. C'est bien d'être grand-père. Je sais pas comment il a su, mais c'est bien d'être grand-père. Il savait que j'étais grand-père. Donc voilà. Mais il faut savoir aussi quand même que souvent, je sais que Jean Veil avait fait une mini-enquête, il avait été voir qui j'étais, c'est normal quand on vient en parler. Bien sûr. Et ce qui est génial, c'est qu'après on a une autorisation, pas pour Serge et Béat, parce que c'était par rapport à leur mémoire, mais par rapport à la famille Veil, on a une autorisation écrite qui est collégiale de la famille Veil. Bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'il est important que ce livre soit dans toutes les bibliothèques de France et médiathèques de France, parce que voilà, c'est un vrai, je dirais, livre qui transmet, qui explique en fait leur action tout au long de leur vie, qui a permis en fait aussi qui a permis aux enfants de retrouver une certaine dignité, aux enfants de déportés notamment, pour faire connaître la vérité de ce qui s'est passé en France. Eh bien, parce qu'on est juif, on a déporté, exterminé ces personnes. Mais c'est vrai que c'est important après de débriefer dans les écoles, effectivement, qu'on puisse parler de la rafle du Veldiv. Alors bien sûr, maintenant il y a des films qui sont de plus en plus, c'est vrai. Maintenant on voit aussi l'apparition de plus en plus de livres aussi qui traitent de la Shoah, parce qu'à une époque, il n'y avait pas beaucoup, maintenant il y en a de plus en plus. Disons que c'est une bande dessinée qui va être plus facile d'accès. Oui, tout à fait. Pour les plus jeunes. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avec le dessin de Sylvain, il passe absolument bien chez les jeunes, c'est moderne. Et quand je dis chez les jeunes, il passe aussi bien aussi pour les plus anciens. Ouais. Je veux dire, il est tout public. Ouais, bien sûr. Oui, et puis ça serait bien qu'on arrête les génocides. Quoi. Tout à fait. Puisse peut-être montrer un petit peu pourquoi et comprendre. Enfin, même si c'est pas très compréhensible, on se demande un peu pourquoi. Mais... Oui, bien sûr. C'est bien un moment qu'on puisse tourner la page. Comme... Oui. D'ailleurs, je sais que Serge et Béat ont associé aussi d'autres génocides comme le Rwanda. Je travaille dessus, justement. Alors, il me reste encore 3 ans, mais dans 3 ans, j'arrête la bande dessinée. Moi. Je veux finir, j'ai 2 livres, mais je finirai sur le massacre rwandais, du Rwanda. Et ça va me prendre du temps, parce que je travaille avec Alain Gauthier, qui lui, on va dire, c'est un des Klarsfeld du Rwanda, qui s'occupe justement de retrouver tous les coupables en France et en Belgique. D'ailleurs, grâce à lui, on en a retrouvé. Et à sa femme d'ailleurs, et voilà. Après, j'ai mes meilleurs potes qui est un chercheur justement sur le Rwanda. Bon, on en discute. Et après, j'aurais la boucle est bouclée. J'aurais pas fait bien sûr le génocide arménien, mais il y a tellement de choses à faire. De toute façon, l'humain est tellement tordu que de toute façon, il y a tellement de choses. Mais au moins, j'aurais fini au moins mon combat. Mes combats que j'ai voulu tenir. Mais arrive un moment donné où on ne peut pas tout faire et je pense que voilà, j'ai quand même bien donné, comme on dit. Merci Pascal, merci Sylvain. J'étais très heureux de vous recevoir.
Et je pense que mes bibliothécaires vont apprécier aussi. Voilà, merci. Merci aux bibliothécaires, merci à Marc, Voilà. merci Sylvain. Merci À Pascal. bientôt. Les libraires vont vous chroniquer les nouveautés du moment. Donc, je vous remercie et à très bientôt.